Bon, bah, écoutez, merci de cet accueil. Merci à Jocelyne. Heureux de revoir des vieux amis comme Jean-Baptiste. Bon, la Varab est un mouvement que je connais bien, je ne vais pas vous le cacher, pour lequel non seulement j'ai de la sympathie, mais que je soutiens quand je peux, n'est-ce pas, mon cher ami, et notamment sur Aix-en-Provence où je vis et où j'ai la plus grande partie de mes activités, mais pas que. Aujourd'hui, je suis très engagé sur plusieurs côtés, donc la finance à impact, principalement au travers de mes fonctions au Crédit Coopératif, mes activités économiques dans les diverses entreprises que je gère, dans lesquelles j'ai des participations, et puis également la vie associative qui m'a toujours beaucoup intéressé, occupé, et aujourd'hui me préoccupe parce que je vois beaucoup d'associations en difficulté. C'est pas votre cas aujourd'hui, vous êtes nombreux et c'est très bien. Et je suis notamment président du Centre Ressources et je tiens à remercier l'association pour le petit geste qu'elle vient de faire, puisque je n'accepte pas d'être rémunéré dans mes interventions. J'ai jamais été, c'est pas mon principe. Par contre, voilà, que ce soit fait pour des causes auxquelles je tiens, c'est beaucoup mieux. Et je suis également coprésident d'Arc Fleuve Vivant, qui est une association créée il y a une quinzaine de mois par un certain nombre d'amis et moi-même, bien sûr, pour protéger ce petit fleuve qui va de Pourrières jusqu'à l'étang de Berre et qui, effectivement, porteur d'une riche biodiversité, de très beaux paysages, et qui, comme toutes nos zones humides, en France, en Europe et dans le monde, rencontre de très grosses difficultés pour se frayer un cours dans notre époque de changement climatique violent, mais aussi de transformation. C'est relativement facile à dessiner. C'était les tendances en cours. Mais l'histoire continue à frapper à la porte. 3 bouleversements principaux. Le bouleversement climatique, dont je vous rappelle d'abord qu'il s'accélère très vite. Au travers de quelques paramètres, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas vous faire un cours de climatologie. La première, c'est les limites planétaires. On a touché presque toutes les limites planétaires, que ce soit en matière d'évolution des températures, que ce soit en matière d'effondrement de la biodiversité, que ce soit en matière d'exploitation des terres qui peuvent l'être, pas parce qu'il y a de la terre qu'elle est exploitable, ce sont les terres saines qui sont exploitables et qui sont bien exposées climatiquement. Il faut quand même les deux paramètres. On commence à toucher la limite de l'air, on commence à toucher la limite de l'eau. On est sur un monde qui est construit, fini, pas au sens où il va mourir, mais fini, au sens où on voit la finitude des ressources, et également les exploitations minières diverses et variées, je ne rentre pas dans le détail. Donc on touche au mur de ce que peut faire l'humanité à sa manière actuelle sur sa planète. La deuxième chose, ce sont bien sûr les bouleversements géopolitiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la grande idée, c'est que la grande ère de la globalisation, mondialisation, libre-échange ouverte dans les années qui ont succédé finalement à la chute du mur de Berlin, on va dire. On est quelque part en 89, 90, avec la transformation de l'Organisation mondiale du commerce, eh bien, sont en train de se fracturer. Alors pas seulement sur les nouvelles taxes Trump, ça ce serait regarder les choses à court terme, mais sur la création, on va dire, de méga-puissances régionales telles que la Chine, d'un côté, l'arrivée aussi de puissances dans le monde latino-américain dont on ne connaît pas vraiment la stratégie, pas que l'Argentine. Le Brésil est une puissance qui, dans le moyen terme, doit trouver aussi son cap, on ne le connaît pas, et les tentations nationalistes que vous connaissez en Europe et aux États-Unis. Donc ce fractionnement fait que on parle moins facilement de libre-échange de données, de protection, on va dire, du régime général des libertés humaines, parce que on commence à nous faire sentir que ce monde n'a pas la même valeur ici et ailleurs. Voilà. Il y a une sorte de relativisme sur les droits humains qui est en train de s'installer et qui va permettre malheureusement à un certain nombre d'excès de s'installer. La troisième menace, elle est celle dans laquelle on est aujourd'hui. On est dans des sociétés, je commencerai mon exposé sur le travail par cette affaire-là, on est dans des sociétés aujourd'hui qui se complexifient tous les jours. Mais pas parce que c'est compliqué, qu'il y a des gens qui se prennent la tête, qu'il y a des technocrates qui veulent faire des normes, non. Notre société, elle se complique chaque jour, et je vais vous dire pourquoi. Parce que, en réalité, vous avez une confrontation permanente entre le besoin de contrer
tout ce qui peut être dangereux pour les humains, c'est-à-dire de pratiquer un principe général de précaution, de transformer nos normes pour nous protéger de plus en plus au niveau de notre santé. Regardez hier une émission hallucinante sur les aliments périmés, où les gens jettent tout le jour même. Bon, je veux dire, savoir être un petit peu lucide, mais ces normes-là, contre divers aliments, etc., s'appliquent de manière aujourd'hui draconienne, parce que de l'autre côté, vous avez des gens qui considèrent être victimes de tout ça, saisissent les juges font des jurisprudences, les jurisprudences créent là aussi des résultats dans la société, et vous avez ainsi une complexification en permanence de tout, dialogue entre le monde économique tel qu'il vit, et puis les normes de la société. Vous avez une pizza surgelée qui vous met en difficulté de santé un certain nombre de gens, voire les tue, et vous avez une interrogation de toute la filière agroalimentaire. Je appelle à des éléments d'actualité, ou des boîtes de cassoulet, ou alors de la viande qui contient du cheval alors que c'était soi-disant du bœuf. Et là, vous avez toute l'industrie qui s'arrête. Tout. Vous avez des boissons gazeuses qui ne correspondent plus aux normes. En fait, aujourd'hui, on peut mesurer des choses qu'on ne mesurait pas avec la métrologie, avec la biologie. Vous avez des particules internes aujourd'hui que vous ne pouvez pas mesurer. Les concentrations en PFAS. C'est depuis très longtemps que ça existe, les PFAS. On commence par contre à les mesurer, et puis on se rend compte qu'il y en a partout. Et puis les microplastiques, on se rend compte qu'il y en a dans notre cerveau, et même dans l'intestin des ours blancs au pôle Nord. Parce qu'il y a du plastique partout. Mais il y en a toujours eu. Sauf qu'il y en a de plus en plus, et que maintenant on peut mesurer. Et cette complexification, parce que nous avons un cerveau scientifique qui travaille, notre société a énormément de gens qui pensent et qui cherchent, cette société, mes amis, elle est vulnérable. C'est-à-dire qu'elle est fragile. À la moindre menace de quoi que ce soit, je parle pas du Covid, même si aujourd'hui c'est le début des 5 ans, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, des 5 ans du terrible premier confinement. Je parle pas de méga pandémie comme ça, mais je prenez les grippes aviaires aux États-Unis actuellement. La grippe aviaire aux États-Unis fait tellement de ravages que le prix des œufs, il a été multiplié par 6. En France, c'est un report protéiné de consommation qui fait qu'aujourd'hui, on manque d'œufs. Il y a d'autres exemples comme ça. Mais la vulnérabilité, c'est pas que ça. C'est que vous avez un accident de la route au nord d'Aix-en-Provence. Ça peut arriver, hein. 1 heure après, vous avez toute la métropole, la nôtre, hein, dans laquelle on travaille, dans laquelle on vit chaque jour, qui ne roule plus. Vous avez 2 cm de neige il y a 3 ans sur l'autoroute Aix-Marseille. Vous avez 25 000 voitures arrêtées. J'étais dedans. C'est une péripétie assez incroyable d'ailleurs. Donc on est vulnérable. Et puis vous avez le déni dans lequel on est. Je reviens aux questions écologiques. Moi, je suis passionné par l'évolution climatique. C'est qu'un arbre sur 3 aujourd'hui de votre belle forêt, qui est aussi la mienne, hein, puisqu'elle donne de l'autre côté, après avec le massif de Sainte-Victoire, un peu plus loin, un arbre sur 3 est menacé. Regardez les rapports de l'IRSTEA, de l'INRAE, scientifiques qui travaillent. Qu'on a perdu, je vous l'ai dit, 50% de nos zones humides. D'ailleurs, celles où la biodiversité se refait un peu la cerise, parce que c'est là qu'il y a le plus de mélange, on va dire, isotopique. Et vous avez le trait de côte de la Méditerranée qui est en train de monter inexorablement, puisque le rapport, si vous pouvez le regarder, ce serait bien. La Chambre régionale des comptes vient de rendre un rapport sur la sous-évaluation des dangers aujourd'hui de risques majeurs et de transformation brutale de notre territoire ici, parce que le climat méditerranéen est plus impactant que le climat continental dans le cadre du dérèglement climatique. Et vous aurez aujourd'hui des questions sur les prochaines années. On n'est plus dans le prédictif, on n'est plus dans « ah, peut-être ». Non. On est tenu par des réseaux numériques et informatiques dont on sait qu'ils sont truffés d'espions, que ce soit économiques ou autres. On est hyper dépendant de l'Internet, quelle qu'en soit sa forme, de l'électricité, et je vais vous parler d'énergie après, parce que travail et énergie, c'est le binôme fondateur de la notion de travail. Et je conclus cette petite introduction par l'ONU qui dit que l'humanité est menacée par 2 très graves dangers. Le premier, c'est le dérèglement climatique, et le second,
C'est quoi? Hein? Non, non. Non? Le dérèglement, alors l'IA, non, mais c'est pas loin. Le dérèglement climatique, les pandémies sont liées au dérèglement climatique puisque l'effondrement de la biodiversité vous multiplie les espèces les plus nocives. Hein, genre les guêpes chinoises, là, je sais pas comment elles s'appellent, qui nous tuent nos abeilles. Bon. Mais c'est lié au dérèglement climatique. C'est des transformations, bon, on pourra en reparler après si tu veux. Non, c'est la désinformation. Et pourquoi la désinformation? Parce que le fil de la connaissance est un fil qui, avec les dérèglements du fonctionnement des systèmes pédagogiques, ça veut dire quoi? Rupture d'une capacité à avoir une chaîne de formation et d'apprentissage homogène pour les jeunes, au moins jusqu'au baccalauréat, pour ceux qui y vont. Faut pas oublier que 25% n'y vont pas. Quand vous dites une génération a eu 90% de réussite au bac, c'est faux. 90% de réussite, oui, pour ceux qui l'ont passé. Ceux que 25% ont arrêté avant, à 15 ans, à 16 ans, ils ont arrêté. Donc il y a déjà 25% des jeunes qui n'ont même pas été jusqu'au bac. Et là, il y en a quand même 10 à 15% qui l'ont pas. Ça vous fait déjà 40% des jeunes qui sont un peu en dehors du système le plus basique, celui du bac, où on est censé contrôler l'amalgame du minima de connaissances pour générer, une lucidité pratique sur son avenir personnel, autant que professionnel, et générer des éléments d'empathie, d'écoute, de dialogue avec les autres, c'est-à-dire vivre dans une communauté. Bien. L'actualité vous montrera qu'on en est parti un petit peu loin, puisque un enfant sur 5 en 6e a du mal à écrire et un enfant sur 4 a du mal à lire. Mais quand on dit du mal, c'est qu'il n'y arrive pas. Ça veut dire qu'il y en a d'autres dans les 3/4 ou 4/5e qui y arrivent à peine. Et puis ça veut dire surtout que le niveau baisse. Dans la comptabilité des difficultés, si le niveau baisse, c'est que le niveau même des très bons est menacé, puisque tout est tiré vers le bas. Je ne vais pas rentrer dans une réflexion globale sur l'éducation, parce que c'est un sujet, j'ai été longtemps enseignant, j'ai créé des établissements d'enseignement partout en France dans des domaines pointus comme le design. Je ne vais pas rentrer là-dedans. La seule chose que je dis, c'est que ce qu'on appelle dans une société le quantum de culture générale, donc le minimum de valeurs partagées, a explosé, et que de ce fait, la désinformation vient s'installer là au milieu. Et la désinformation, elle va très loin, puisque dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le travail, on va d'abord parler du rapport du travail à la société. Travailler, est-ce que c'est un bonheur, une obligation, une nécessité? Est-ce qu'on peut relier les deux? On va en parler, mais peu, parce que ça, ce sont des optiques philosophiques. Par contre, on va parler de la désincarnation du travail, et aujourd'hui du fait qu'il y a plusieurs manières de s'inscrire dans une démarche de travail, mais que notre société a énormément, là aussi, fait évoluer le concept. Premier point, il y a deux histoires du travail, en fait, ou plutôt trois. Il y a une histoire économique, il y a une histoire sociale, et puis il y a une histoire politique. L'histoire économique, elle est simple, c'est qu'il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie pour transporter des pierres au Moyen-Âge. Il faut de l'énergie pour faire des sillons pour l'agriculture. Dès les temps les plus anciens, dès que les humains deviennent sédentaires, ils doivent travailler. La sédentarité égale le travail. Et gardez ça en tête. Parce que ce lien, on le garde aujourd'hui. Dès que je dis je m'installe ici, et que je ne suis plus un nomade chasseur-cueilleur, comme l'étaient nos ancêtres au Paléolithique, dès que j'arrête d'être un nomade, qui va où je veux, que je m'installe quelque part, j'ai des obligations nouvelles. Je dois tenir un clos, un couvert, nourrir une famille, défendre aussi mon clos et mon couvert, et satisfaire à des besoins qui sont des besoins croissants. Cette histoire de l'économie fait que la sédentarité oblige l'homme à travailler. Vous voulez avoir un bien, vous voulez le maintenir, vous voulez une famille, vous voulez la nourrir, ben il faut travailler. De diverses manières que vous voulez, mais dans l'histoire de l'humanité, c'est bien un tronc commun qui nous relie. Le problème, c'est travailler aujourd'hui n'est plus du tout la même chose que travailler hier. 4/5 des emplois sont du tertiaire, voire du tertiaire renforcé. 1/5 seulement des emplois font appel, j'allais dire, à de la force physique. Même pas, mais à des postures physiques.
Un ouvrier dans l'industrie qui est devant sa machine numérique, qui fait 4 fois la pièce, et il est tout seul à la manipuler sur son écran, il est considéré comme travailleur industriel. Mais ce travail-là n'a rien à voir avec le travail que vous aviez dans les mines de fer du nord de la France, ou nos mines de charbon et de bauxite ici en Provence, à Gardanne, ou pas loin d'ici, au cœur du Var, à l'époque où elles existaient, et où nos ancêtres, pour ceux qui sont concernés par ce territoire, qui sont issus d'ici, y allaient au pic, 12 heures par jour, avec à peine de quoi nourrir leur famille. D'accord? Donc, toutes ces conceptions-là ont volé en éclats. Ce qui reste du travail, par contre, et qui ne change pas d'un temps ancien à un temps d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, ou ce que Karl Marx appelait, je pense que vous connaissez l'économiste Karl Marx, le prolétariat. Le prolétariat, c'est la partie de l'économie de ceux qui ont le travail le plus pénible et le plus mal payé. C'est entre 10 et 15% des gens chez nous en France. Par exemple, vous êtes ouvrière de nuit dans une usine, avec là des cadences un peu importantes, etc. Vous êtes gardien de nuit, tout seul, hein, dans le sous-sol d'un immeuble, avec des écrans. Bon, on peut pas dire que ce soit très joyeux. Vous êtes employé à temps partiel pour transporter des caisses d'un entrepôt à un autre toute la journée. Bon, c'est pas des métiers. Quand vous étiez bébé, enfant, petit, qu'est-ce que tu feras demain? Vous n'avez jamais dit. Moi, je vais transporter des pommes d'un camion à un frigo toute ma vie. Personne dit ça. Mais on en arrive là. Parce qu'il y a une partie de la population qui est déclassifiée sur l'apprentissage, donc le choix d'une formation. Vous avez une autre partie de la population qui subit des difficultés de la vie, et notamment les femmes, puisqu'aujourd'hui, la précarité en France, le prolétariat précaire en France, ce sont les femmes qui élèvent seules 1, 2, voire plus d'enfants. C'est elles qui ont le moins de mobilité professionnelle, c'est elles qui sont soumises aux travaux les plus difficiles, c'est elles qui gagnent le moins bien leur vie, et c'est elles qui sont le moins bien considérées. Et quand vous regardez les femmes harcelées, les femmes battues, les femmes maltraitées, le noyau, c'est elles, parce qu'elles sont vulnérables. Et on revient à ma vulnérabilité de tout à l'heure. Donc cette question, elle est absolument essentielle pour comprendre que vous avez une partie du travail qui n'est pas sortie, entre guillemets, du Moyen-Âge, qui écrase ceux qui le pratiquent, mais que les 1000, 1200, 1300 euros par mois, il le faut pour payer le petit loyer, nourrir les enfants, les habiller. Voilà. Et là, il faut faire à peu près n'importe quel job, parce que c'est une responsabilité de papa, de maman, que de le faire. Si on prend un regard international, cette situation, évidemment, je parle de la France, mais quand on regarde au niveau international, on tombe sur des choses monstrueuses. Le travail, c'est le règne de la monstruosité. C'est les enfants qui meurent dans des éboulements dans les mines de cobalt au Congo ou ailleurs. C'est la prostitution massive des femmes et des enfants dans beaucoup de pays. C'est l'esclavagisme moderne dans beaucoup de pays où on retire même pour certains ouvriers migrants les passeports pour en plus ne pas les payer ou les payer des salaires de misère et les empêcher de contester quoi que ce soit. On parle là, tout ça, vous voyez ce que je veux dire, chers amis, on parle là à peu près du quart de l'humanité. Du quart de l'humanité. C'est le quart de l'humanité qui vit dans une souffrance et une violence au travail de ce niveau-là. Faut avoir la mesure des choses. Il y a des produits, et je vais vous dire, hein, pas de fumée sans feu, si vous les payez pas cher, mais vraiment, vraiment pas cher, c'est qu'ils sont faits par des mains d'enfants, ou des mains de prisonniers, ou des mains de semi-esclaves économiques. Ça, vous le savez. Mais ces produits, on les achète. Ah, oui, non, je sais pas, je suis pas là pour vous sonder. La France est le meilleur client de Shein. Ah ouais. Ah ouais, ça marche très bien ici. La France est le meilleur client de Shein. C'est la pole position Europe de cette entreprise qui vous vend des produits spéciaux, on va dire, hein, avec des niveaux de qualité qui sont quand même très contestables, et des niveaux de prix qui sont des fois à 1 euro. Il y a des promos sur Shein, vous achetez des montres à 1 euro. Vous achetez des chemises, des t-shirts à 1 euro. Et vous vous êtes posé la question, comment on arrivait à produire un t-shirt ou une montre à 1 euro?
Mais ça n'existe pas. En France, ça n'a jamais existé en France. Mais produire des choses qui vont être vendues quelques centimes, en comprenant le transport, en comprenant les taxes, en comprenant l'étiquette, la bouteille, etc., vous renvoie en fait à un concept économique bizarre, qui est le prix négatif. C'est-à-dire, en fait, ça vaut moins que rien. Pourquoi? Parce que le travail qui est produit ne vaut rien, et parce que les matériaux qui sont extraits et qui sont utilisés valent très peu, voire quasiment rien, et que vous êtes sur des quantités de production tellement importantes que le coût marginal du produit fabriqué diminue. C'est le mauvais visage de l'économie monde. C'est ce que l'économiste Alain Lippietz appelait le taylorisme sanguinaire. Est-ce que demain, ce travail-là disparaîtra avec son cortège de misère, de malheur, de souffrance, de honte? Quand même le dire. Non. Peut-être. Mais en tout cas, le trend n'est pas celui-là. Pour le moment, il existe, il est là, parce qu'il est ancré dans des attitudes de consommation de pays qui peuvent l'acheter, chez nous, mais pas que chez nous, ailleurs. Et également, ce sont des sources de revenus considérables pour tout un tas de pays, d'Afrique du Sud-Est, d'Asie du Sud-Est, d'Afrique, ou autres. Et tout ça, c'est quand même le très mauvais héritage de la mondialisation. Donc cette question-là, aujourd'hui, elle est pour le moment fixée. Il n'y a qu'une autre question qui compte pour nous aujourd'hui. Est-ce que ce prolétariat, cette exploitation de la misère humaine sous forme d'un travail semi-esclavagiste peut se développer? Malheureusement, oui. Mais vous avez un coefficient, je ne vais pas faire de maths aujourd'hui, d'abord je suis pas matheux, vous avez un coefficient très simple. Moins vous avez de démocratie quelque part, plus vous avez d'exploitation du travail, plus vous avez d'opacité de la liberté journalistique, plus vous avez de contestations, d'attaques violentes contre les droits humains. C'est lié. Donc oui, deuxième point, il y a une histoire économique du travail pour substituer la force de l'homme, puis des chevaux, qui deviennent chevaux vapeur quand même, souvenez-vous, par les systèmes énergétiques modernes qui, avec l'arrivée de la vapeur au début du XVIIIe siècle, puis du charbon au XIXe siècle, puis du pétrole et du gaz aujourd'hui, je ne parle pas de l'électricité et de ça, parce que l'électricité est produite soit par du gaz et du pétrole dans la plupart des pays du monde. En France, elle est produite massivement par de l'énergie nucléaire. Mais un chiffre pour vous, braves gens, c'est que si on considère que la consommation d'énergie de toute la France, de toute l'énergie, c'est égal à 100, le gaz et le pétrole représentent combien? 40%, c'est gentil. Oui. 75, oui. Plutôt 78. D'accord? Donc, voilà. C'est des chiffres à garder. Je vais vous donner des petits flashs comme ça, pour que vous compreniez. 78% de la consommation énergétique de ce pays, c'est du gaz et du pétrole et un petit peu de charbon. Après, il vous reste, vous avez calculé, c'est facile, hein, il vous reste 22%. La moitié, 2/3 de ces 22%, c'est du nucléaire. Et le reste, vous avez le solaire, le thermique, les chutes d'eau, enfin voilà quoi. Donc attention, et la courbe c'est laquelle? Je vous donne notre indice. Plus on produit d'énergie renouvelable, plus on consomme en plus, et ça j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, plus on consomme de pétrole et de gaz. En fait, l'humanité a de tels besoins d'énergie considérables, ça s'élève en permanence, que non seulement il nous faut du renouvelable en pagaille, si je puis dire, mais on continue d'augmenter nos consommations de pétrole et de gaz, un peu moins en France parce qu'on fait gaffe, mais alors partout ça explose, et de plus en plus. Autrement dit, le combat contre les rejets de CO2 et le réchauffement climatique, au jour d'aujourd'hui, il est perdu. La trajectoire est au minimum à 1,5 degré de plus de réchauffement fin de siècle, mais ça ne veut plus rien dire, puisque les hypothèses maintenant, c'est plutôt à 2050, où là, vous allez déjà avoir de gros dérèglements, qu'on commence à subir aussi un peu ici, et bien ailleurs si vous suivez l'actualité.
Autrement dit, ce besoin, cette voracité d'énergie des humains est pour moi un des faits les plus importants qui existent. Produire, consommer, bouger. Voilà, on produit pour consommer et les gens bougent. Jamais cette humanité n'a été aussi mobile. Tout le monde va partout. Pour n'importe quoi, prend un avion, prend la voiture, Mais pourquoi? Parce que c'est inscrit dans notre définition civilisationnelle de la liberté. Si demain je vous dis, toi tu roules que le lundi, et toi tu roules que le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et que je vous dis c'est à cause de ceci, cela, ben, vous allez le comprendre. Vous allez même peut-être finir par l'accepter. Mais au fond de vous, vous allez sentir que votre liberté, votre autonomie, votre indépendance humaine, elle est altérée. Vous allez le sentir, vous allez le vivre, et vous allez en souffrir. Et votre mode de vie aussi. Et tout va changer. C'est bien de parler du Covid il y a 5 ans, parce que là, on est sur des hypothèses qui sont des hypothèses de transformation radicale de la vie terrestre, sur lesquelles je vais vous amener à la réflexion progressivement. Cette question-là, c'est une question qu'on ne peut plus, comment dirais-je, écarter, en sachant que le reste du travail humain sur la Terre, c'est combien d'agriculteurs sur Terre? J'aime bien parler de la Terre. Combien d'agriculteurs? Combien de pourcentage de gens qui bossent sont dans l'agriculture? Non, sur Terre, sur la planète, d'après vous. 2%? On est à 60%, les amis. Oh. Eh oh. 60% de gens sur Terre bossent dans l'agriculture. Parce que nous, ici, c'est mécanisé, puis on importe tout maintenant. Hein. Vous avez vu, même les poulets, pas d'où ils viennent, congelés, là, voilà, ils importent les poulets. Et l'humain, aujourd'hui, sur cette planète, est agriculteur. Je mets la pêche dedans. 60%. C'était 80% il y a 30 ans. Vous voyez que ça baisse, mais par contre, il y a un humain sur 2 qui vit dans une ville aujourd'hui, et ça seulement depuis 10 ans. Donc l'humanité devient urbaine, et on sait que les villes polluent plus que les campagnes, structurellement par concentration de moyens, d'industrie, de production, etc. Mais on sait aussi que 60% de cette planète est agriculteur, avec beaucoup de femmes. Si vous allez visiter des coopératives agricoles en Chine, ou en Afrique, je les connais bien, eh bien, vous allez voir beaucoup de dames et peu de messieurs. Je vous laisse la réflexion se faire en vous-même. Sur ce point-là, ça veut dire quoi? Que l'usage et l'occupation de la Terre restent une activité primordiale pour les humains. Mis en cause par le changement climatique, dès que vous avez un dérèglement climatique fort, vous avez des réfugiés climatiques. D'accord? Et les réfugiés climatiques, c'est pas seulement les petites îles Tonga ou Tuvalu qui vont disparaître, les pauvres, hein, dans le Pacifique. C'est la moitié du Bangladesh sur une vingtaine d'années, et on ne sait pas ce qui va se passer. C'est une partie du nord de l'Égypte. C'est votre détroit de la Camargue. C'est toutes ces zones semi-marécageuses, proches de l'eau, à faible relief proche de l'eau, qui sont menacées. Or, eh bien, je vais vous apprendre un autre truc, ben, c'est là qu'on cultive. Ben ouais. C'est au bord des fleuves et sur les grandes aires urbaines et en proximité que l'agriculture s'est installée. Pourquoi? Parce que les humains se sont très tôt installés au bord de la mer et des fleuves. Pourquoi faire? Ben, du commerce, pour pouvoir circuler, naviguer, puis voir ce qui se passe. Donc ça veut dire qu'on se retrouve pris dans le cul-de-sac de grandes villes qui sont pour la plupart au bord de l'eau. Fleuve, désolé que ça vous fasse bailler. Non, mais non, je plaisante. De grandes villes qui se trouvent pour la plupart au bord de l'eau, qui sont en explosion démographique et qui sont en train de générer des niveaux de pollution monstrueux. Première question que je vous pose. En 2030, ben je suis pas sûr qu'on continue à vivre dans des grandes villes. Moi, je vais à Paris de temps en temps pour mon... Tu me passes ma bouteille d'eau, s'il te plaît, Jean-Baptiste. Elle est posée là. Voilà. J'observe ce qui se passe à Paris. Merci, mon ami.
Paris perd des habitants, la couronne parisienne perd des habitants, et il débarque où? Alors il débarque un peu ici, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. L'héliotropisme, c'est pas seulement ça, c'est surtout quitter une ambiance dans laquelle, et moi mes amis parisiens me le disent, ils me disent, Steph, t'as de la chance d'être chez toi. Je dis, pourquoi il y a du soleil? Non, non, il me dit non. Nous, il n'y a que le boulot. Le matin, tu te lèves, tu sais que tu vas prendre le TGV, le RER, ou alors un truc. Et il me dit, du moment où tu te lèves, ou au soir tu rentres, tu es dans le continuum du travail. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, cette affaire-là. C'est vrai que, bon, moi je quitte mon bureau, 8 minutes après, je suis chez moi dans ma pampa, là-bas, au Mille, à Aix-en-Provence. Je télétravaille, bon, je suis entrepreneur, donc je m'organise évidemment, mais j'ai quand même des contraintes. Mais cette pression que font reposer les grandes aires urbaines, qui font que aujourd'hui quelqu'un qui a un déplacement à faire pour aller travailler, à Paris, en moyenne, perd 1h40 par jour, minimum, et jusqu'à 2h, 2h30. Pour j'habite ici, je travaille là, j'habite ici, je travaille là. Donc attention, premier point que je voulais développer avec vous, la notion d'habitabilité, habitabilité urbaine. Est-ce que nos villes sont durables pour y vivre dans un contexte de travail, de gestion de la famille, et puis de volonté qu'on a quand même toutes et tous de qualité de vie? Moi, mon pote à Paris m'a dit, Steph, on en a fait 15 ans avec ma femme, c'est fini. 15 ans, c'est bon. On se voit pas, ils ont mon âge, 55 ans, on se voit pas mourir là-bas, vivre comme ça jusqu'à la fin de nos jours. D'accord? Une sorte de burn-out urbain. Donc c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la question fondamentale de la liberté. Déjà, la liberté de travailler. J'ai envie, j'ai pas envie. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se permettre de dire, moi je n'ai pas envie de travailler, je ne suis pas contributeur de cette société, ça ne me dit rien, je ne suis pas concerné. Tu vis de quoi? Bah écoute, moi je vis chez mes parents, même à mon âge. Non, je plaisante. Et puis de toute façon, je me débrouillerai toujours parce qu'il y a plein de gens qui pensent comme moi et on se connaît bien et on vit un peu plus ou moins ensemble. Ça, c'est le retour d'une culture que vous connaissez. C'est les années 60, c'est la culture hippie, qui était une culture déjà de contestation massive de la société de consommation, mais pas que, mais surtout du travail. Du travail. Après la révolution de mai 68, l'idée, c'était de dire, c'est pas que j'ai pas envie de travailler ou non, c'est que je n'ai pas envie de participer à cette société qui est un rouage perpétuel de consommation, de concurrence entre les individus, de performance personnelle. Pourquoi? Pour acheter une maison, pour acheter une voiture. Acheter une maison et une voiture. Ça c'est bien, non? Je sais pas, je pense que vous avez tous une baraque, plus ou moins, même si vous n'êtes pas propriétaire. Puis vous avez eu, ou vous avez une voiture, ou vous en avez eu, il y a des transports collectifs. Les vrais moteurs du travail, c'est là. C'est que je vais être bien chez moi, et puis je vais me déplacer librement. Alors on a quand même deux informations à vous donner sur ça. Un, on n'arrive plus à construire un nombre de logements décent par rapport à la demande, y compris dans un pays comme la France. Et il nous manque à peu près 3 millions de logements en France. Fin de l'année prochaine, il en manquera 3,5 millions. Pourquoi? Parce que vous avez, aujourd'hui, une réglementation d'un côté, une absence de volonté politique de l'autre, et des transformations familiales. Le couple qui divorce va générer mécaniquement une demande de logement nouveau. C'est simple. Le taux de divorcialité, il est de combien? Sur une génération. 40%, dis donc. Tu retardes, hein? C'est 2 couples sur 3. 2 couples sur 3. 2 couples sur 3 sur une génération, avec la date de la première rupture, parce qu'il y a multi-rupture aussi, avec la date de la première rupture qui rajeunit beaucoup. Et les enfants au milieu, qui vous posent les problèmes dont on parlait tout à l'heure. Donc attention, la dynamique de demande immobilière, elle est énorme. Si les femmes sont très précaires à l'emploi et financièrement, par contre, les hommes, quand ils n'ont pas la charge des enfants, etc., se retrouvent dans une précarité de logement relativement importante. D'accord? Donc là, je dirais qu'il y a une précarité partagée. Donc déjà, le logement, pas facile, et ça va être de moins en moins facile. Le deuxième, c'est la voiture.
Est-ce que vous croyez qu'on roule en 2030 tous dans des magnifiques voitures électriques, superbes, à 100 000 balles pièce, pour aller faire nos 4 kilomètres pour aller bosser? Ben non. C'est ça le problème, pour deux raisons. Un, c'est que les voitures électriques sont des voitures à énorme consommation de minerais rares. Que ces minerais rares, aujourd'hui, vous avez compris qu'une géopolitique très tendue s'installait dans un combat féroce entre les Américains et les Chinois pour détenir ces réserves stratégiques. Vous avez très bien compris que le fond de la négociation sur la question ukrainienne, c'était la détention par les Américains des droits d'exploiter les terres rares ukrainiennes pendant les 50 prochaines années. Enfin, vous l'avez vu passer, ça. C'est notoire. C'est pas une info confidentielle. Et pourquoi? Parce que, en réalité, la question de la motorisation future, cette mobilité dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait que je choisis mon job. Je choisis mon job parce que ce job qui est à 50 km de chez moi, ben, il est super bien payé, je le veux, j'ai une bagnole, je le prends. Mais demain, ce job à 50 bornes, payé, on ne sait pas comment, peut-être bien, espérons-le, je suis pas sûr de le prendre. Parce que l'indice du coût de mobilité demain, au kilomètre de mon transport, j'habite, je travaille, moi en 2030, je le connais pas. Mais je sais plusieurs choses. La France est un pays surendetté. Elle est en totale dépendance énergétique sur 78% de sa consommation d'énergie. Gardez ce chiffre en tête. Puis, sur Google, tout à l'heure, vous amplifiez un peu, vous regardez les schémas, vous allez voir. Ça s'arrange pas. Contrairement à ce qu'on nous dit. Le solaire en France, on va dire si le solaire en France, on l'attend, le solaire en France. Vous savez qu'on est la 6e puissance en Europe pour le développement du solaire, quand même. C'est derrière la Belgique. Non, mais je veux dire, c'est pour dire l'effort national français en matière de solaire. C'est extraordinaire. Donc, ce couple, j'habite, je travaille, qui fait la base de votre liberté de choisir ce que vous allez faire, et de votre mobilité, c'est-à-dire de votre sentiment de liberté personnelle, demain, vous ne le maîtrisez pas. Et ça, c'est un facteur puissant pour travailler sur la régulation 2030. Parce que les courbes ne sont pas très très favorables. Le coût de la voiture pour le ménage a augmenté 4 fois plus vite que le coût de la bouffe ou des loyers. Le coût de la bagnole. On s'en est pas rendu compte parce que tout ça est enrobé dans un marketing flamboyant. Enfin, moi, je ne vois plus que des publicités de voitures. Je sais pas vous. Mais... Voilà, peut-être que je suis un peu fixé. Mais je ne vois plus que des pubs pour des bagnoles. Alors, elles sont toutes très belles. Elles coûtent 50 € maintenant la dernière? 100 € par mois? Oh, c'est donné. Bon, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, vous êtes aujourd'hui sur un passage de civilisation qui est très étroit parce que continuer à vendre des bagnoles à un moment où, je sais pas vous, mais moi, à Aix, c'est dur de rouler, ça va devenir compliqué. Mais au même moment, l'effort massif d'installation de transports en commun de grande qualité, je parle pas des bétaillères pleines le matin à 7 heures, hein, je parle de choses un peu plus sympas pour transporter des gens qui quand même vont aller travailler. Donc si vous voulez qu'ils travaillent dans des conditions psychologiques sympathiques, c'est peut-être bien qu'ils aient un transport en commun, que ce soit pas la bamba dedans, hein, mais un peu sympathique quand même. Là, vous sortez d'un métro ou d'un bus, vous êtes essoré. Il est 8h30, vous arrivez au bureau, vous avez l'impression d'avoir déjà passé la journée, quoi. Attention. Et tout ça sont des choses qui n'ont pas été bien dimensionnées dans l'investissement public. Donc ce point est un point clé. Et l'optimisation des transports en commun aujourd'hui, elle ne se pointe pas en France, c'est clair. À part sur certaines zones, il y a plein de choses qui se passent très belles. Mais chez nous, l'agglomération Aix-Marseille dans laquelle nous vivons, la voiture représente aujourd'hui 93% des déplacements. Voilà. Et malgré tous les bus qu'ils ont mis, parce qu'il y a un effort qui est fait, il faut quand même dire la vérité, quoi. Je veux dire, ils se lèvent l'âme, hein, les élus, les fonctionnaires, enfin, je veux dire, c'est pas leur temps de se gratter. Ils font quand même des... Eh bien, ça a augmenté encore d'un demi-point cette année, on est à 93% et demi. Pourquoi? Parce que les gens se déplacent de plus en plus. À 16 ans, maintenant, ils ont leur voiture, je sais pas si vous avez vu. Ils ont les petites voitures, là, à 16 ans, ça y est, là. Qui roulent pas, d'ailleurs. Ça fait un bordel, ça aussi. Voilà, ils ont ça, maintenant, non, mais c'est vrai, c'est la grande mode. Et je me demande pourquoi, d'ailleurs, mais bon, peu importe. On vous dira que pour pas prendre le bus, parce qu'il y a trop de monde dans le bus, et le bus est jamais à l'heure. Je pense qu'on vous répondra à ça. Donc, vous avez comme ça des distorsions. Donc, non seulement les gens roulent, c'est pas que les gens roulent plus,
c'est qu'il y a de plus en plus de bagnoles. C'est-à-dire que pour 3 habitants, vous avez 2 voitures. Là où les gens ont des voitures. Et malheureusement, il y a des gens qui sont qui sont pas très riches et qui peuvent pas se les payer. Eux, c'est autre chose. Eux, c'est transport en commun obligatoire. Et donc là, c'est une autre précarité, c'est celle, je dois prendre absolument un job qui est très loin de chez moi pour nourrir ma famille. Je dois absolument prendre les transports en commun pour y aller. Et c'est ce mécanisme dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est d'usure mentale au travail, qui peut provoquer du vieillissement précoce, etc., etc. Dans les tendances dont je voulais vous parler aussi, c'est le débat actuel sur le télétravail. Est-ce que demain, on télétravaille tous? Alors le télétravail, c'est un truc qui est très bizarre à étudier. Moi, j'ai regardé de près ce que représentait le télétravail. Le télétravail, aujourd'hui en France, c'est à peu près 15% du temps travaillé global. Ça n'augmente plus. Ça baisse. Mais ça se redistribue. Et c'est les boîtes les entreprises, qui réussissent le mieux, qui sont le plus dans la high-tech, qui donnent le plus de télétravail à leurs salariés. Pour quelle raison? Il faut creuser là aussi. Pour les garder. Pour les garder. Le télétravail comme arme de négociation sociale dans l'entreprise est un outil de fidélisation majeure des gens qui y travaillent. Et si aujourd'hui vous considérez que votre entreprise, vous êtes une quinzaine, tout le monde travaille que sur des écrans, s'il y en a un qui s'en va, c'est toute la boîte qui percute, je peux vous dire que s'il y a une demande de télétravail, vous allez préférer garder vos salariés et vous allez donner du télétravail. Et alors de l'autre côté de la chaîne, vous avez des boîtes qui avaient commencé à faire du télétravail et qui aujourd'hui veulent plus, parce qu'elles veulent contrôler dans leur salle de travail la productivité de leurs salariés. Et donc aujourd'hui, vous avez là un très gros coup d'arrêt du télétravail. Il y a beaucoup à dire sur le télétravail, je ne vais pas rentrer là-dedans. En 2030, on en est où? 3e item, donc, de notre réflexion sur le télétravail. En 2030, on va dépendre très réellement de la conjoncture macroéconomique et de la conjoncture politique. Ce que je veux que vous compreniez, si cette intervention, elle sert à quelque chose, c'est que dans le train historique qui est en train de s'ouvrir devant nous, le travail va être une variable d'ajustement. Alors que jusqu'à présent, le travail était devenu, autour de tous les droits sociaux d'un côté, des négociations collectives de l'autre, un élément de combat pour aller vers la QVT, la fameuse qualité de vie au travail, pour un élément de récupération du confort de vie, où il commence à y avoir depuis 30 ans des évolutions très sérieuses. Les postures ergonomiques, la prévention dans l'entreprise, énormément de choses sur lesquelles on ne peut être que d'accord. Mais là, quand le gong de l'histoire et de la conjoncture frappe à la porte, je redis donc ce que je viens de dire pour bien vous compreniez, le travail devient une variable d'ajustement. Et puis on entend des petits signaux comme ça. On vous a dit il y a quelques jours, il faut peut-être travailler un jour en plus, ou 1 heure en plus par semaine, ou un jour en plus, pour payer les retraites. Les retraites, ça revient. Normal que ça revienne, hein. On va perdre 15% d'actifs dans les 5 ans qui viennent, vous vous rendez compte? La courbe démographique de ce pays est telle que, elle est centrée sur les 5 années qui viennent, vous perdez 15% de la population au travail dans les 5 ans qui viennent. Il va falloir les remplacer déjà par des jeunes. On a parlé du format formation de la jeunesse tout à l'heure. Cet ajustement aujourd'hui de remplacement dans ce pays, des compétences nécessaires à assurer la transition vers des départs massifs en retraite, des conditions, chers amis, ne sont pas réunies. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr de pouvoir remplacer ces 15% partant en retraite dans les 5 ans qui viennent par, en quantité, il y a ce qu'il faut, hein, la compétence et la formation des jeunes ou la poussée interne de l'entreprise sur ces schémas. Pourquoi? Parce qu'une personne sur 3 veut se barrer de son entreprise. Mais ce chiffre s'accroît. Autrement dit, là, le taux d'empathie, le taux d'adhésion à l'entreprise, vous avez un noyau de 40% qui est indécrottable, qui adore l'entreprise où il est, ils s'en bougeront jamais, il l'adore, il l'aime, bon. Mais alors, le reste, ça navigue. Il y a ceux qui y sont bien, donc ils vont rester, mais il y a un tiers qui, ouvertement, aujourd'hui, se pose des questions de changement de vie majeur.
Moi, j'ai eu jusqu'à 300 salariés dans mes entreprises. Voilà, bon, j'ai eu des démissions de collaboratrices, collaboratrices qui m'ont dit, oh, bah, écoute Stéphane, bon, j'adore ce qu'on fait, je t'aime beaucoup, j'aime tout, mais voilà, je vais ouvrir mon atelier d'art-thérapie. Mais pourquoi pas? Moi, j'ai pas de posture à avoir contre ça, au contraire. En plus, j'aime l'art-thérapie. Mais ce que je veux dire, c'est que on arrive à des questionnements individuels tellement importants et existentiels que même pour nous, et une partie croissante d'entre nous, pas tout le monde, mais une partie croissante d'entre nous, le travail est une variable d'ajustement. Et le nombre de gens qui se donnent la possibilité de dire et de se dire, je rentre sur des options puissantes de changement de vie, ce nombre-là, il voit vite que c'est quand même difficile, mais il n'y a pas que ça. Il y a un phénomène très profond qui est que dans une société comme la nôtre, à la fois surinformée et sous-informée, les gens se sentent dessaisis de leur libre arbitre dans un travail qui ne mobilise pas toutes leurs caractéristiques psychologiques, toutes leurs motivations et leurs compétences. Et ça, c'est un phénomène qui amène à de l'usure et qui amène aujourd'hui, tenez-vous bien, je vais vous donner les taux des maladies mentales en entreprise. Vous n'avez pas regardé ça? C'est intéressant ça. Et vous avez aujourd'hui un dirigeant sur 3 qui se dit proche de la rupture mentale, je parle des dirigeants, 1 sur 3 proche de la rupture mentale, et 15% des salariés qui ont une pathologie reconnue. Je vous laisse penser aux autres, pour lesquels c'est pas reconnu. C'est-à-dire que vous avez une population, non mais c'est important ce que je vous dis, vous avez une population aujourd'hui qui, face à l'emploi, se trouve dans une situation psychologique extrêmement délicate. Quelles en sont les causes? Alors que le travail, il change, mais enfin bon, je dirais globalement, on travaille moins qu'il y a 20 ans, hein, vous le savez, hein, bon. Globalement, on se déplace mieux qu'il y a 20 ans. Globalement, notre pouvoir d'achat est supérieur à il y a 20 ans. Pourquoi ce divorce? On peut parler de divorce. Pourquoi? Pour 3 raisons. La première raison, c'est que, c'est une raison un peu profonde, c'est que les gens, aujourd'hui, ont un quant à eux qu'ils ne négocient pas, ni dans l'entreprise, ni en famille, ni avec leurs amis. C'est-à-dire que la notion de libre arbitre aujourd'hui, elle est individuelle plus que personnelle. On ne reconnaît plus l'entreprise comme noyau majeur de socialisation. Quant au destin des familles, je vous parlais de la divorcialité tout à l'heure, je vous laisse le juxtaposer. C'est-à-dire que l'individu se retrouve des fois très seul à dans sa tête faire des choix complexes. Or, vous le savez, les choix complexes, je vais vous dire un truc, si on les fait seul, c'est 50-50. Ça passe ou ça casse. Les choix complexes, il faut les faire avec les autres. Pour les autres et avec les autres. Pour, c'est la motivation. Avec, c'est l'échange mental, psychologique, verbal, qui fait que notre sociabilité, qui est la caractéristique de l'humain, permet de triompher des difficultés, de passer par des moments très difficiles dans lesquels seul on n'arrive pas à passer. Et le problème, c'est que l'entreprise devient, dans certains cas, un peu de plus en plus d'ailleurs, le recueil de beaucoup de difficultés personnelles. Parce qu'elles ne sont plus recueillies ailleurs. Parce qu'elles ne sont plus recueillies dans les familles, par exemple. Elles se retrouvent dans l'entreprise. Avec là, ben vous le savez, vous êtes des praticiens de l'économie ici, d'une manière ou d'une autre, l'entreprise comme enjeu de conflit, de contentieux. L'entreprise, enjeu de dénonciation. Je n'ai pas dit que c'était vrai ou faux, si c'était des choses justes ou non. Je suis pas là pour me positionner sur ça. C'est sûrement des choses justes. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le terrain d'expression de la contestation et du juridique dans l'entreprise devient, pour le chef d'entreprise, très difficile à gérer. Et pour les gens, devient un lieu d'expression et de revendication de leur individualité. Ça pose problème, parce que c'est un mouvement de fond. Et là, je peux vous dire qu'en 2030, je ne sais pas si on aura apaisé les problématiques de harcèlement, j'en suis pas sûr,
puisque on découvre chaque jour dans une société comme la nôtre, soi-disant moderne, des abus hallucinants. Je ne vais même pas en parler parce que vous suivez l'actu comme moi. Donc, on découvre, on est en 2025, et on découvre des choses hallucinantes dans des institutions, dans des entreprises, ici en France. Je ne parle pas d'un pays lointain qu'on ne connaît pas ou dont on ne connaît pas le fonctionnement. Je parle d'ici, 2025. Donc je pense que tout ce travail de vérité sociale va se continuer. Mais, dernier point, la vérité économique. 2030, c'est une année qui est une année elle est inscrite de toute façon. C'est pas 2030 par hasard, hein, ma chère Jocelyne, que j'ai proposé. Elle est inscrite sur le calendrier de l'humanité, il y a une punaise rouge sur 2030. Parce que ce sera probablement le début de la bascule climatique. C'est là que les phénomènes vont commencer visiblement à s'amplifier. C'est là, la France a ses réfugiés climatiques, hein, vous le savez quand même ou non? La France a ses réfugiés climatiques. Quand vous vous êtes tapé 4 ans d'inondations répétées dans 6 départements du nord de la France, ben, il y a 10 000 personnes qui sont parties. Ils ont été où? Ben, ailleurs, hein. Et surtout pas là-bas. Ils veulent partir. À un moment, les gens veulent partir. À un moment, les gens, ils veulent sauver leur peau. À un moment, les gens, ils s'enfuient. Et on parle du nord de la France, hein. On parle pas du nord du Canada. On parle du nord de la France. 10 000 personnes. Et les conséquences de ces inondations, c'est qu'il y a 800 communes dans ce pays qui n'ont plus de couverture assurance. Autrement dit, le maire de la commune, le pauvre, si quelqu'un se casse la jambe dans sa mairie, ben, il n'a pas de couverture en responsabilité civile. 800 communes. Puis il y a les communes où il n'y a plus d'eau. Moi, mes parents, ils habitent dans les Pyrénées-Orientales. Il y a une vingtaine de communes où il n'y a plus d'eau. Et puis il n'a pas plu depuis 3 ans. Dans les PO. Il n'a pas plu depuis 3 ans. Donc là aussi, ben, la relève de la jeune génération d'arboriculteurs de la plaine du Roussillon qui faisaient les fiertés de la France, hein, les cerises, les abricots et tout, faut aller voir, quoi. Il n'y a plus rien. Puis il n'y a plus d'eau dans les piscines, de toute façon. Il y a les arrêtés du préfet, qui lui aussi court derrière. Et puis il y en a un qui a commencé à vous dire, bon, on peut faire un golf quand même, non, pour les touristes. Bon, il s'est fait lyncher. Donc, donc le projet a été vite enterré. Vous avez entendu parler de l'affaire, donc attention. Ce que je veux vous dire par ces deux exemples, hein, le grand sud-ouest chez nous, Pyrénées-Orientales, ou le grand nord chez nous, la plaine du Nord, qui est quand même un de nos greniers agricoles, hein, je vous signale au passage. Hein. C'est pas mal ce qui se passe là-bas au niveau production. Sont menacés directement de dérégulation climatique majeure. On est en 2025, on n'est même pas en 2030, on n'est pas en 2050, on n'est pas en 2100. Et déjà, ce pays est rongé au nord comme au sud par des désordres climatiques monstrueux qui mettent en péril la vie des gens. On fait quoi demain dans un endroit où il y a plus de flotte? On fait quoi demain dans un endroit où il y en a trop? Il n'y a que ça. Donc boulanger qui a été interviewé, il a dit, écoutez, moi, j'ai été inondé une fois, l'assurance a payé, 2 fois, elle a payé la moitié, 3 fois, ben, je m'en vais. Voilà, j'ai 200 000 € de matériel, je m'en vais. Je m'en vais. Donc, attention, ne vous trompez pas. La punaise rouge 2030, elle existe. Mais le timing, il est déjà lancé. Habitabilité, je vous l'ai dit. Mobilité, je vous l'ai dit. Altérité, je vous l'ai dit aussi. Le rapport aux autres, le groupe, le collectif. L'entreprise doit se vivre comme un collectif. Le travail est d'abord un lieu d'apprentissage et dans lequel on grandit chaque jour. Si on grandit pas, si on se sent pas grandir dans le travail qu'on a ou dans l'entreprise dans laquelle on est, excusez-moi, mais tôt ou tard, ça va chuter. Et ça va faire mal. Parce qu'on a besoin de se sentir reconnu et de penser que quelque part le travail qu'on fait est un travail qui rejoint globalement une idée de l'intérêt général. Pas seulement de me nourrir, mais que c'est un travail intéressant. Je suis fier d'en parler à mes gosses. Les voisins, ils me disent, ah, ça va, c'est bien ton truc, là. Elle est belle ta boîte. J'ai entendu parler, c'est pas mal ce que vous faites. Ça vous rapporte pas un flèche en plus, mais c'est bien. Et puis à l'inverse, on travaille dans des boîtes qui commencent à être pointées du doigt. On dit, il y a ça qui va pas, qui va pas, qui va pas, qui va pas. Et tout ça, ce sont des questions qui se traitent très en amont, dans l'entreprise, des individus avec l'entreprise,
mais en amont, je vous l'ai dit, sur la question de la formation et de l'éducation même. Parce qu'avant la formation, il y a l'éducation. Dernier point, 2030, c'est quoi le monde? Moi, j'ai pas de boule de cristal, et puis de toute façon, la prospective, c'est toujours tromper. Donc, on va pas tirer des plans sur la comète. Dire qu'en 2030, on est dans un monde dominé par, à nouveau, la guerre froide, États-Unis, URSS, Chine, etc. On n'en sait rien, honnêtement. On n'en sait rien. Trump changeant d'avis à peu près tous les 3 jours, sur à peu près tout, hein. Voilà, ou tous les jours aussi maintenant. Il y a matin et soir, oui, c'est vrai, tu as raison, ouais. Mais le problème, c'est que c'est même pas lui la variable d'ajustement. Contrairement à ce qu'on peut croire. C'est qu'il essaye d'exacerber une dimension de la surpuissance parce que les Américains ne l'ont plus, cette surpuissance. Et vous savez pourquoi les Américains ne l'ont plus? Parce que personne ne l'a. Personne ne l'a, cette surpuissance. Les Chinois seuls, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur montagne de produits s'ils ne les vendent pas? Les Américains seuls dans leur coin, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur pouvoir d'achat s'ils n'ont rien acheté? Et puis les Européens aujourd'hui se rendent compte qu'il y a une Europe, tiens. Pas mal ça comme nouvelle, non? C'est 15 jours qu'on entend à nouveau parler d'Europe. Ça, c'est peut-être la donnée à retenir, hein. 2030, il y aura peut-être une Europe, mais une vraie. Ah. Les Anglais, en tout cas, ils sont bien en train de revenir dans le jeu. Et les Allemands, ils commencent à être comme ça. Ils étaient protégés par les Américains. Ils se disent, bon, si on fait pas un peu corps, qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que l'idée, attends, laisse-moi finir. L'idée, c'est pas qu'on risque une guerre. L'idée, c'est que vous risquez pire qu'une guerre. Vous savez ce que c'est? Il y a pire qu'une guerre. C'est tout le sentiment d'insécurité qui est avant. Et qui vous fragilise. Et qui vous ramollit. Et qui vous met dans un contexte de fatalité. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'en 2030, on peut avoir retrouvé un équilibre des grandes forces politiques. Par contre, je suis pas sûr qu'en 2030, on ait dépassé les tensions climatiques dont on a parlé, parce qu'elles nécessiteraient de quitter... Quelle heure il est, Jean-Baptiste? Midi 15. Midi 15, allez, je finis. D'arrêter tous nos systèmes carbone. Consommant. Est-ce que ça veut dire que en 2030, on a une meilleure appétence au travail? Moi, j'espère juste une chose, et je vais en terminer par cette formule un peu philosophique, mais enfin bon, c'est que on ne reviendra pas à une époque où on est obligé d'aller travailler dans un travail qu'on n'a pas choisi, sur des salaires qui sont vraiment pas les bons, dans des contextes sociaux dégradés et des tensions politiques. Le travail, vous savez, mes amis, ça a été un lieu de conquête terrible, terrible. Vous savez, quand les grandes grèves sous Napoléon III, c'est tout de suite l'armée qui tire. Mais même la République, elle tire sur les grévistes italiens, des Salengiro. Quand ils viennent, pas les grévistes, pardon, quand les Italiens viennent remplacer les grévistes français au Salengiro 1905, l'armée française tire 80 morts. Quand vous avez les grandes grèves liées à l'exploitation du charbon en France entre les deux guerres, ça se passe tellement mal que l'armée finit par tirer aussi. Et on est en République et bon, des dizaines de morts. Donc attention, sur l'histoire du travail, sur l'histoire sociale du travail, la troisième, vous avez beaucoup de sang. Parce que, à un moment, les gens ne peuvent plus accepter de travailler dans des choses qui, non seulement les appauvrit, les dénaturent, les détruit, leur volent leur force, leur vie, tout. Et j'espère juste une chose, c'est que s'il y a eu j'aime pas le mot conquête, on va parler d'évolution. Parce que vous aviez en même temps une démocratie de l'information, une démocratie politique, une démocratie économique, là peut s'installer au moins un contexte du travail et de l'entreprise qui peut prospérer au profit de tous. C'est malheureusement pas le cas, je vous l'ai expliqué, mais c'est une évolution. Tout dérèglement vous fera régresser. Tout dérèglement vous fera régresser. Et je vous l'ai dit, le travail sera la variable d'ajustement. Voilà, merci à vous. Allez, si vous avez des questions, on a 5 minutes.
Elle est où, Jocelyne? Ah, non, elle est partie. Allez, allez-y, si vous avez des questions, c'est volontiers. Non, ben, je n'ai pas tout dit. De la libéralisation du travail. C'est-à-dire qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui se détachent du salariat pour se libérer et y trouver leur ou non, mais leur équilibre. Ouais, c'est une bonne question. C'est toute l'ambiguïté. Quelqu'un qui s'installe en auto-entrepreneur ou en TNS ou en libéral, alors déjà, il doit le faire dans certaines professions, hein, les médecins par exemple. Bon, quoique, ils peuvent créer aussi des sociétés d'exploitation à plusieurs médecins et se salarier eux-mêmes. Mais supposons, est-ce que je subis ou est-ce que je suis volontaire? Moi, je pense que globalement, je vais peut-être vous surprendre dans ma réponse, ça correspond assez bien à la psychologie de beaucoup de gens. Assez bien. Au début de la naissance du statut d'auto-entrepreneur, il y a quoi, 20 ans maintenant, hein, il me semble que c'est il y a 20 ans, auto-entrepreneur, je me souviens plus. On disait, ouais, mais ça, c'est de la précarité qu'on va cacher dans des formes d'entrepreneuriat. C'était la critique politique, hein, souvenez-vous. En réalité, au jour d'aujourd'hui, et on l'a vu sur le débat sur la hausse de la TVA sur les auto-entrepreneurs il y a 15 jours, hein, dans lequel le gouvernement a dû dire qu'il allait étudier. Bon, il vaut mieux qu'il étudie bien, parce que là, c'est quand même 20% du pouvoir d'achat de 2,5 millions de personnes qu'on enlève d'un coup. Donc c'est quand même délicat. Je pense que ça s'est installé. Je pense que ça a trouvé sa place dans la société, que d'avoir effectivement un mode d'entrepreneuriat libéral assez massif et assez majeur, qui répond à des vrais besoins, et qui répond aussi à pas mal de standards de vie. Dire que tout le monde en est heureux, non. Je suis sûr que non. Mais dire que globalement, aujourd'hui, ça rentre dans l'acceptation, oui. Oui. Est-ce que c'est encore une forme de précarité? Bien sûr, pour certains, toujours. Toujours. Pour certains, c'est évident que quelle que soit la forme de travail, malheureusement, derrière, ils auront de la précarité, vu le mode vu ce qu'ils font, etc. Mais globalement, je dis que c'est quand même assez bien rentré dans les mœurs économiques. D'autres questions, remarques, allez-y, hein, je vous en prie. Ou alors vous avez soif. Est-ce que vous avez soif? Moi, j'ai soif. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je rends le micro à votre présidente. Je vous remercie encore de votre écoute.